Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plankton Curieux. Donc comme d'habitude, revue des actualités et 2-3 graphiques, vous avez l'habitude. Au niveau de la map, en vue journée, pas grand chose à dire, des petites baisses à droite à gauche, des petites hausses à droite à gauche sur les projets qui nous intéressent, on parle de 1 ou 2%, donc franchement, on s'ennuie, on n'achète rien, on vend rien, rien à dire là-dessus, donc on avance. Au niveau des infos, hier on a regardé du coup un premier trade de Good ici qui nous a parlé de l'écosystème qui se développe sur Bitcoin. Ça a intéressé certains d'entre vous et j'en suis très content. On en reparlera dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Je vais essayer de mieux me renseigner, d'avoir d'autres sources et de vous partager encore plus d'infos. Essayer aussi de petit à petit déceler des opportunités au niveau de cet écosystème ou de ces écosystèmes si d'autres viennent à naître également. Il poursuit ici. Alors lui, il est très bullish Bitcoin, j'ai l'impression, avec, je sais pas, il nous parle d'un été Bitcoin, donc potentiellement avec une grosse hausse liée à ces nouvelles technologies. Le début de ce nouveau trade qu'il a fait, qui est en 3 parties, on n'a que la partie 1 pour le moment, est assez intéressant, donc je vais vous le partager parce que ça revient un petit peu sur l'histoire des ordinals, comment ça a été créé, qu'est-ce qu'il a permis. Après, dans la deuxième partie, il explique comment minter, on n'ira pas voir ça ensemble si ça vous intéresse, je vous laisse faire vos propres recherches. Pour le moment, c'est pas le sujet, j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus, mais le début est quand même intéressant. Et aussi, tout simplement, si vous avez envie de mieux vous renseigner, encore une fois, je ne connais pas ce gars-là, mais les 2 trades que j'ai lus de lui sont quand même assez pertinents, donc pourquoi pas, hein, regarder un petit peu ce qu'il fait et ce qu'il propose. Je dis pas que c'est forcément exact, parfait ou très bien, mais en tout cas les informations sont plutôt synthétiques et il me semble assez, qualitatives vis-à-vis de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc là, il veut nous parler un petit peu, notamment, moi je trouve intéressant de l'histoire des ordinals, pardon. Donc il nous dit que c'est une innovation récente, bon effectivement, qui permet du coup l'inscription permanente et immuable de données sur la blockchain Bitcoin. Donc c'est bien de savoir mettre des mots exacts dessus. Donc rien que pour ça, déjà c'est pas mal, parce que je suis pas sûr que tout le monde soit capable de décrire exactement ce que font les ordinals. Il nous dit que ça a été développé du coup par Casey Rodarmor, et ça, vous voyez par exemple, le nom était pas beaucoup revenu dans les articles que j'ai pu lire, donc c'est bien de l'avoir aussi là en tête. Apparemment, c'était un ancien développeur de Bitcoin Core, et il avait annoncé la finalisation de son protocole en janvier 2023. Donc, comment est-ce que c'est devenu possible cette innovation? Essentiellement avec 2 mises à jour majeures, notamment Segwit en 2017, donc vous voyez, ça remonte, et Taproot en 2021. C'est-à-dire qu'en fait, les 2 mises à jour datent, hein, et datent pour la dernière d'il y a déjà 2 ans, et donc qui ont permis de multiplier la taille des blocs par 4 pour du coup atteindre 4 mégaoctets, ce qui permet d'avoir suffisamment d'espace pour accueillir des données, et donc ici les données enregistrées sur Ordinals. Donc les inscriptions sur Ordinals sont comparées à des jetons non fongibles, donc à des NFT, mais elles sont un peu différentes. Donc le gars qui les a faites les appelle des artefacts numériques. Donc c'est une traduction directe, je ne sais pas si c'est exactement le terme employé, mais peu importe. Et du coup, il souligne qu'ils sont autonomes, contrairement aux NFT qui sont en fait liés à du contenu hébergé sur d'autres plateformes. Donc c'est vrai que c'est assez différent. On n'est pas obligé d'avoir un OpenSea pour nos ordinals. C'est effectivement une différence qui est assez notable et plutôt positive à mon avis. Il nous dit également que du coup ces artefacts numériques sont sans autorisation et immuables, alors que les NFT peuvent être vendus moyennant des frais et des redevances et peut être soumis à des mises à jour. Alors, pour les mises à jour, je veux bien croire qu'on puisse pas, mais par contre, les ordinals, il me semble qu'on peut les vendre, donc il faudrait voir un petit peu. Ici, il me semble que c'est un peu modifiable, enfin, il me semble que les ordinals, on peut les acheter et les vendre, à moins que justement, il me manque une étape. Et donc il nous dit, en comparaison entre les... Donc il compare ici les tokens BRC20 et ERC20, et il nous dit, contrairement aux ERC20 qui fonctionnent sur Ethereum, les tokens BRC20 ne peuvent pas interagir avec des smart contracts. Et ça, c'est quand même un point super important. Ça, je pense pas que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, et les BRC20 ne peuvent pas interagir pour le moment avec les smart contracts, sauf qu'hier, il nous a quand même montré que un développeur avait réussi à créer du code via Solidity sur des tokens BRC20. Donc potentiellement, un smart contract, ce serait peut-être possible, mais apparemment, pour le moment, ça ne l'est pas. Et donc cette norme BRC20 repose sur une méthode de stockage d'un fichier de script dans Bitcoin et de son utilisation pour allouer des jetons aux satoshis. Donc je suppose que je suppose que là il parle des personnes qui possèdent des tokens, ou alors le satoshi en tant qu'unité, c'est-à-dire une fraction de Bitcoin. La traduction n'est pas très claire. Et donc ils peuvent être ensuite utilisés et transférés entre les utilisateurs, transformant ainsi la blockchain Bitcoin en échange à part entière. Ouais. Ok, donc
si on peut les échanger, c'est bien ce que je disais ici, on peut les acheter et les vendre, a priori, hein, ça paraît logique. Maintenant, comment acheter réellement des BRC20? Donc il nous dit qu'il faut passer par le wallet Unisat, et donc pour le reste, si ça vous intéresse et que vous avez envie d'en acheter, bah, je vous laisse lire la suite. Là, c'est pas ce qu'on va faire ici, c'est pas le but de la vidéo, et ce serait sinon beaucoup trop long. On reparlera un petit peu du coup d'Ordinals plus tard, et on va passer sur une news ici, justement, de BlackRock qui a acheté du PP. Donc PP, je rappelle, hein, c'était un des premiers sur les Ordinals, le fameux token à tête de grenouille qu'on a ici. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a cette information. BlackRock a retiré donc 1,27 million de PP, une valeur d'environ 2 millions de dollars, de Binance, avec 4 adresses différentes, le 18 mai. Donc ils ont retiré, ça veut dire qu'avant, ils en avaient acheté. On apprend que du coup, ils en avaient acheté le 21 avril, ils avaient acheté du coup, 1 trillion, je suppose, de PP, pour à peu près 250 000 dollars. Un cours moyen, on le voit ici, donc on a 6,024. Et ils ont vendu la totalité de la réserve, une valeur de 2,6 millions de dollars à l'époque, à un prix moyen. Vous voyez ici, ils ont fait un x10, hein, à peu près, un peu plus, le 5 mai, ça, profitant d'un x10, donc environ 2,39 millions de dollars. Donc la plateforme en chaîne a émis l'hypothèse que les 4 adresses avaient très probablement été créées par la société d'investissement américaine, donc c'est pas tout à fait certain, mais bon, il semblerait que ce soit le cas. Bien que ce ne soit pas inhabituel que des acteurs de premier plan du marché adoptent des maincoins, le nombre de membres de la communauté étant sceptique quant à la participation de BlackRock, c'est assez logique, principalement parce qu'il s'agit du plus grand gestionnaire d'actifs du monde, bah ouais, mais ça ne les empêche pas forcément de placer quelques billes comme ça. Alors 250 000 dollars pour BlackRock, c'est rien les gars, hein, c'est vraiment très très peu. Ils ont 5% de toutes les valorisations importantes du monde, c'est le plus gros fonds d'investissement, ils sont extrêmement extrêmement riches. Donc on nous dit, bien qu'ils étaient réticents à exploiter l'industrie au début, BlackRock a régulièrement augmenté l'allocation de son portefeuille de crypto et ensuite pris de l'importance, bon là, avec son partenariat avec Clonebase, c'est bien de nous le rappeler ça quand même. Et enfin, c'était un des acteurs de premier plan de FTX. Bon là on est juste en train de dire, voilà, BlackRock, donc, qui est géré par Larry Fink, commence à jouer un peu avec les cryptos, et ils ont ici gagné de l'argent avec PP. Donc PP c'est quand même le truc théoriquement nul, mais ils ont quand même bien senti le truc. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ici, c'est le tweet, faut quand même redonner hein, de la valeur aux personnes qui ont trouvé cette information. Donc c'est Look On Chain qui l'avait mis en avant, on le voit ici le 18 mai, donc c'était il y a 2 jours. Donc ils ont retiré 1,27 trillion de PP, donc à peu près 2 millions. Bon, c'est exactement les mêmes infos qu'on a là. On peut regarder rapidement les images, donc ça ce serait, je suppose, les 4 adresses en question. On va pas avoir beaucoup plus d'infos que ça, c'est ça. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir graphiquement. Donc je vous ai mis ici le petit logo BlackRock, enfin le petit texte avec BlackRock, pour voir à quel moment ils ont acheté. Donc là, c'est le listing sur Bitget, ok? C'était le 18 avril. J'ai pas vu de listing plus ancien que celui-ci, peut-être qu'on peut trouver, mais le plus récent que j'ai trouvé, c'était ici 18 avril. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, on achetait ça en OTC. OTC, c'est over the counter, c'est-à-dire de gré à gré. Si j'ai envie d'acheter un token, ben, je dois demander à un gars qui a un token de me le vendre et on s'accorde sur un prix, d'accord? C'est un système qui existe avant qu'une action, qu'un token, qu'une crypto soit listée sur des échangeurs qui permettent du coup de faire ces échanges. Et donc on voit que BlackRock, ils ont acheté vraiment rapidement. 18 avril ici, donc bien avant l'énorme hype qui a suivi dans les semaines d'après. C'est-à-dire qu'ils ont acheté au 21 avril, la hype elle a vraiment commencé là, hein, donc au 30 avril, donc ils ont eu le nez fin, hein, une grosse semaine avant, ils en ont acheté, beaucoup. Par contre, ils n'ont pas vendu à la TH, vous voyez, on nous le dit ici. Ils ont vendu, a priori, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était le 14 mai. Je vais re-regarder. La donnée n'est pas exacte, ils nous le disent ici. Mais on peut le trouver avec le prix. Ils ont vendu à 26. Et donc, bah ouais, on est à 15, donc ils ont vendu. Vraisemblablement, ils ont vendu ici. Ils ont même pas vendu là, en fait. Si, ils ont vendu là, ils ont vendu dans la baisse, hein. Donc non, ils en sont très très bien sortis. En fait, ils ont vendu ici, hein, fin de première semaine de mai. Donc, il y a eu le gros pump. Ils n'ont pas vendu à 40, mais ils ont vendu quand même là. Dès que ça... En fait, il y a eu la grosse bougie rouge, et dès que ça a remonté, je pense qu'ils ont revendu ici. Donc un petit x10, bien sympathique pour BlackRock, bah, bien joué à eux. Je pense que la bonne idée, du coup, maintenant, c'est quand même de s'informer de ce qu'ils font, et de potentiellement, du coup,
s'inspirer, ou au moins prendre connaissance de leurs moves, hein. C'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant, avec des outils comme Look on Chain et autres, d'aller regarder les grosses adresses, de voir ce qu'ils font, et de suivre les plus gros acteurs. Donc bien évidemment, ces gros acteurs conscients de ça vont certainement créer de nouvelles adresses pour faire de nouvelles transactions. Mais voilà, avec des efforts, on peut trouver. Et donc c'est peut-être quelque chose sur lequel je vais passer un peu de temps, quand j'aurai un peu de temps à investir, regarder un peu, me faire une liste de grosses adresses. Euh, Pourquoi pas? Ça pourrait être un truc qui se fait. Bon, n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. En tout cas, BlackRock qui a eu le nez fin ici, et qui a su revendre largement en profit. On note, hein, donc quelles que soient les critiques, quelles que soient euh, les allégations qui vont vers la crypto, les acteurs financiers en profitent. Et vous voyez ici, le plus gros fonds d'investissement du monde l'a fait également. Et oui, c'était un memecoin, et ben ils sont quand même allés, alors certes avec une toute petite part de leur capital, mais quand même, et ils ont fait un x10. C'était quand même notable. On va continuer ici avec, malheureusement là, c'est quelque chose de beaucoup moins fun, beaucoup moins sympa. C'est la SEC qui va casser les pieds concrètement à Filecoin. Donc il y a une histoire de Filecoin qui serait une securities, voilà, donc on connaît, hein, la SEC qui tire un peu comme ça sur tous les projets crypto. Il y a un lien fort avec Grayscale parce qu'en fait Grayscale c'est un des plus gros fonds crypto, voire le plus gros maintenant, et ils ont une grosse ligne Filecoin. Peut-être qu'ils vont devoir la vendre, donc peut-être qu'il y aura une pression vendeuse sur le token parce que concrètement la SEC dit que Filecoin est une securities, mais surtout qu'ils vont en fait casser les pieds à Grayscale pour potentiellement les faire se séparer du coup de ce token là. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est casse-pied, on verra ce qui se passe. Mais vous le savez, Filecoin c'est un token qui m'intéresse, enfin c'est un projet qui m'intéresse, que je trouve très intéressant, sur lequel je voulais investir. Au vu du scénario, bah, on va attendre un peu des corrections, on va attendre un peu que ça se calme. On va regarder ici rapidement, bon pour le moment il n'a pas l'air de trop subir, hein. On voit sur le mois, bon, petite baisse, mais en réalité là, enfin, si on regarde sur la semaine, parce que l'information on l'a eu cette semaine, bon, ça l'a pas trop impacté pour le moment, donc j'ai pas l'impression que le marché le prenne plus mal que ça, mais à suivre. Et on va finir juste sur une petite analyse comme ça de CryptoCorio qui fait des choses intéressantes aussi. On va pas apprendre beaucoup de choses ici, c'est plus pour se rappeler qu'en fait, quelle que soit la situation, il y a des gens bullish et des gens bearish. Et donc il nous dit voilà, on fait un point sur la situation de Bitcoin. Je vous mets si, alors il appelle ça des top experts. Honnêtement, je ne suis pas allé vérifier si ce sont des top experts ou pas. Juste des gens qui sont des analystes sur Twitter. Et il y en a 3 qui sont bearish, 3 bullish. Lui donne son avis aussi. Et c'est juste pour dire que selon la personne que vous regardez, et c'est bien de regarder des gens différents, vous aurez des informations qui sont complètement différentes. Donc là, il y en a un qui nous dit qu'il voit bien un retour à 18K au niveau du Q3. Écoutez, moi si c'est le cas, ça me va très très bien. On peut acheter à 18K du Bitcoin, parfait, parfait. Ensuite, on a ici un potentiel retour sur les 24, donc beaucoup plus mainstream en fait, hein. C'est un peu la vie générale qu'on va retourner au 25-24. C'est ce que tout le monde attend pour recharger. Pourquoi pas? Là, encore un qui nous dit, bon voilà, la 25K, avant un plus gros move. Voilà, un type quand même, voilà, il nous dit on est à 27, on va aller à 24-25 et remonter. C'est aussi un scénario que beaucoup entrevoient. Pourquoi pas? C'est aussi quelque chose que je trouve assez vraisemblable avant peut-être une rechute pré-halving pour une rehausse début 2024, ça peut se tenter. En réalité, peu importe, hein, de toute façon, on va s'adapter au marché. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que là, on peut avoir des gens qui nous disent complètement l'inverse. Voilà, il y en a, ils voient juste là de la manipulation et une expansion derrière pour remonter directement. Encore une fois, hein, c'est difficilement critiquable, hein, c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui nous dit, voilà, il va y avoir quelque chose de parabolique sur les 2 prochaines années, donc là, on prend pas trop de risques, on dit juste, Bitcoin à long terme, c'est très haussier, oui, effectivement, c'est la classe active la plus haussière, les cryptos, et le Bitcoin en premier lieu. Donc oui, sur qu'à 2 ans, euh, on se trompe, on prend moins de risques, et on va vraisemblablement peu se tromper en disant qu'il va être haussier. C'est pas sûr, mais il y a quand même une tendance de fond qui, effectivement, montre ça. Et là, un autre aussi, très positif, qui nous dit, voilà, on va aller, vous voyez, on est dans une espèce de biseau, là, on va aller à 32, 36. Très bien, là, l'idée, c'est juste de vous dire, voilà, selon qui vous suivez, vous aurez différents avis, essayez de vous faire le vôtre en fonction de vos biais, de vos observations, de votre expérience, et puis si vous vous trompez, vous vous trompez. Juste préparer, en fait, des scénarios, positifs, négatifs, et gérer vos actifs, votre portefeuille en fonction de ça. Estimer les meilleurs cas, les pires cas, le truc médium, et des situations dans lesquelles vous êtes à l'aise vis-à-vis de la taille de votre portefeuille, quelle que soit la situation. C'est ça en fait qu'il faut savoir. Lui il nous dit globalement, donc CryptoCorio il nous dit, il voit bien un pullback à 24, peut-être remonter après.
je suis assez d'accord, pourquoi pas, mais honnêtement, rien ne le garantit. Pour le reste, il nous dit, bon bah voilà, à long terme, il est très très bullish, et pour le moment, bon, rien de spécial à dire en fait. Donc, moi non plus, j'ai rien de plus à dire pour le moment. Je vous souhaite un très bon samedi, très bonne soirée. Merci de m'avoir écouté, et à demain. On essaiera de se faire assez tôt la vidéo du portefeuille crypto. Bon, vous le savez, il s'est pas passé grand chose, mais on a quand même des petits projets en plus qu'on est en train de suivre, donc ce sera pas inintéressant. Merci et bonne soirée.